Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Pour ce quatrième épisode, on remonte au tout début de la Nouvelle-France en compagnie de M. Michel de Waal, professeur d'histoire à l'Université Laval. On discute entre autres de ce qui a poussé les premiers Européens à venir coloniser le territoire. On discute aussi de leur premier contact avec la population autochtone, de Samuel de Champlain et des coureurs des bois. Et si après l'épisode, vous aimeriez poursuivre sur le sujet en lecture, M. de Waal a publié un livre qui s'intitule Québec, Champlain, Le Monde, publié par les presses de l'Université Laval. Bonjour, M. de Waal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives pour coloniser la Nouvelle-France après l'arrivée de Jacques Cartier en 1534. Et j'aimerais commencer par vous demander qu'est-ce qui a motivé le roi Henri IV au début des années 1600 à envoyer une nouvelle expédition pour faire une nouvelle tentative de colonisation. Quelle était la motivation à ce moment? Est-ce que c'était une motivation politique, religieuse ou territoriale? La motivation d'Henri IV à la fin des guerres de religion, parce que c'est important de se rappeler que la France ressortait d'une période de guerre civile qui avait duré de 1562 à 1598, et le trésor français était pas mal à sec, et il importait pour Henri IV de regarnir ses coffres, ce qu'il pensait être en mesure de faire en lançant des expéditions vers l'Amérique, vers l'Asie. L'Amérique du Nord, le fleuve Saint-Laurent n'est pas sa première cible alors, puisqu'il commence par envoyer des gens vers le Brésil. Mhm. Et qu'est-ce qui l'a poussé à décider d'essayer l'Amérique du Nord finalement? Parce qu'on sait que justement, il y avait des tentatives qui ont échoué parce que les hivers étaient un peu trop froids, je crois. Les hivernements, entre autres, de Cartier et de Roberval ont été absolument terribles dans les années 1540. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, d'abord, la France avait ciblé l'Amérique du Sud, qui était exploitée déjà depuis plusieurs années par l'Espagne et par le Portugal particulièrement. Donc, on savait qu'il y avait des richesses là. Sauf que, évidemment, le problème, c'est qu'il y avait aussi des Portugais et des Espagnols qui étaient déjà bien installés dans la région et qui voyaient d'un mauvais œil des Français, des Hollandais, des Anglais, parce que ces trois royaumes, ces trois nations ont envoyé des expéditions dans cette région-là vers la fin du 16e siècle. Et ces expéditions n'étaient évidemment pas bien accueillies par les gens, par les Européens qui étaient déjà en place. Or, les Français, vous l'avez mentionné, connaissaient déjà le fleuve Saint-Laurent grâce au voyage de Jacques Cartier. Et les Français revendiquaient ce territoire, tout comme les Anglais d'ailleurs. Et c'est ce qui a incité Henri IV à y envoyer des premières expéditions. Quand les Français sont arrivés sur les terres de ce qui allait devenir la Nouvelle-France, ils ont été accueillis par un peuple complètement différent d'eux, on le sait, et ça frappe un peu l'imaginaire. Et je me demande quelle attitude est-ce que les Français ont adoptée lorsqu'ils ont rencontré pour les premières fois la population locale? Oui, ben c'était évidemment la surprise, bien qu'on connaissait toutes choses étant égales par ailleurs, un peu les peuples autochtones, puisque depuis le début du 16e siècle, il arrivait fréquemment que des explorateurs ramènent en Europe des habitants des Amériques. Donc, ce n'était pas complètement une surprise.
mais il fallait évidemment il fallait être capable de bien s'entendre avec eux, être capable de communiquer avec eux, ce qui n'était évidemment pas évident. Et les Européens se sont rapidement rendus compte, et je dis les Européens parce que les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, les Portugais ont fait face aux mêmes réalités. Euh, les Européens se sont rapidement rendus compte qu'ils avaient besoin des peuples autochtones pour être capables de faire face à la nouvelle réalité auquel ils étaient confrontés en arrivant en Amérique. Dans un de vos articles, vous parlez de la tolérance comme étant une stratégie demandée par le roi lui-même. Et je crois que vous disiez aussi qu'à cette époque-là, le mot tolérance n'avait pas une connotation aussi positive que le mot en a une aujourd'hui. Donc, dans ce temps-là, la tolérance était plus, je crois, quelque chose qu'on doit, c'est accepter quelque chose qu'on n'aime pas, mais de manière silencieuse. C'était ça la stratégie, je crois. Oui, ben, particulièrement au point de vue religieux, puisque en Europe, à cette époque-là, on ne concevait pas la coexistence à long terme de deux religions. Et d'ailleurs, j'ai mentionné un peu plus tôt que la France sortait de la période des guerres de religion et l'édit de Nantes qui la clôt prévoit que à terme, l'ensemble des Français vont redevenir catholiques. C'est l'adage une foi, une loi, un roi. Sauf que l'on se rend compte que la force n'est absolument d'aucune utilité pour amener des individus à changer de religion. Alors, l'attitude que l'on adopte est la suivante. On tolère pour un temps la différence, on accepte pour un temps la coexistence, mais tout ça pour donner du temps aux Européens de convertir par la douceur les Autochtones à la religion catholique et de façon générale au mode de vie européen. Donc, il y avait quand même un plan de conversion, ça c'était certain dès le début. Et cette conversion-là des Premières Nations au catholicisme, elle s'est pas enclenchée dès le début, c'est ça? Ils ont essayé de gagner leur confiance et ils ont commencé tranquillement, c'est ça? Oui, ben, d'abord, les premières expéditions étaient formées de bien peu d'Européens. Et dans les navires, il y avait des prêtres, voire des ministres protestants aussi. Mais le rôle de ces religieux était de pourvoir aux besoins religieux des Français qui se retrouvaient sur les bateaux. Ces religieux n'allaient pas en Amérique afin de convertir les Autochtones à la religion chrétienne. Et en fait, ce n'est qu'en 1615 que les premiers missionnaires vont arriver en Nouvelle-France. Ce sont des Récollets. Les Récollets, c'est un ordre religieux qui est constitué à la fin du 16e siècle. C'est un ordre qui fait partie de la grande famille des franciscains, donc il se réclame de Saint François d'Assise. Et les Récollets vont être la première communauté religieuse donc à s'installer sur le territoire québécois. Et maintenant, si on parle de Samuel de Champlain, on le connaît pour avoir fondé la ville de Québec en 1608. Mais si on regarde un peu plus en détail le rôle qu'il a joué dans la colonisation et dans ses interactions avec les Premières Nations, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Samuel Champlain à ce niveau-là? Ben, Samuel de Champlain est arrivé tout de même assez tôt en Nouvelle-France, en 1603. À l'époque, c'était un cartographe, un géographe, donc ce n'était pas lui qui commandait les expéditions, mais c'était tout de même un marin d'expérience. Et c'était quelqu'un qui, très rapidement, a manifesté une très grande curiosité par rapport aux Autochtones qu'il rencontrait.
Il les a dépeints en long et en large dans les nombreux écrits qu'il a produits au cours de sa carrière là, qui va s'étendre, sa carrière américaine qui va s'étendre jusqu'à sa mort en 1635. Et c'est quelqu'un qui va à la rencontre des Autochtones, qui cherche à les comprendre, qui cherche aussi, parce que c'était ça son premier but, à en tirer des informations pertinentes là, pour permettre à la France de profiter pleinement de sa présence en Amérique. Et donc, pour ça, il avait besoin de tisser des bonnes relations avec les Autochtones qu'il rencontrait. Et au niveau de ces relations, justement, on sait que c'était pas pacifique, parmi toutes les tribus et je crois même que Samuel de Champlain aurait aidé des tribus à se défendre, contre les Iroquois. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Oui, absolument. En fait, les Européens, et là encore, volontairement, j'inclus dans mon propos également les Espagnols, les Portugais, les Anglais lorsqu'ils arrivent en Caroline particulièrement, et les Français lorsqu'ils arrivent en Nouvelle-France, dans le Saint-Laurent, excusez-moi, en 1603. Eh bien, ils arrivent dans un monde où il y a des tensions politiques, voire des guerres entre les nations qui y habitent. Et lorsque Champlain arrive dans la vallée du Saint-Laurent pour la première fois en 1603, il y a des tensions entre deux groupes d'Autochtones. D'abord, un premier groupe formé par les Montagnais, qu'on appelle les Inuits maintenant, les Algonquiens, les Malécites, les Hurons. Et de l'autre côté, il y a les 5 nations iroquoises. Et la lutte, il y avait évidemment une lutte pour le contrôle du territoire, mais également une lutte pour le contrôle des relations avec les Européens, parce que les Européens avaient commencé à fréquenter le Saint-Laurent bien avant l'arrivée de Champlain. En fait, dès le début du 16e siècle, des pêcheurs basques, bretons particulièrement, et par la suite, il va y avoir toutes sortes de pays européens qui vont tenter d'exploiter les richesses hauturières du golfe et du fleuve Saint-Laurent, la morue, la baleine et tout ça. Et des premiers échanges vont se produire entre les peuples autochtones et les Européens qui fréquentent ce grand fleuve. Et il va y avoir une lutte pour le contrôle des richesses. Et dans le contexte, de ces conflits entre les peuples autochtones, est-ce qu'il y a eu une nation qui a triomphé, qui a vaincu? On ne peut pas dire qu'il y a eu une nation qui a triomphé parce que le conflit va durer pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est seulement peut-être avec la Grande Paix de Montréal au début du 18e siècle que les relations avec l'ensemble des nations autochtones va commencer à s'améliorer pour les Français. Mais c'est une période très, très trouble, et pendant toutes les premières années de la Nouvelle-France, de la colonie, les Français qui vont venir s'y installer vont vivre dans la peur de ceux que l'on appelait à cette époque-là des sauvages, et particulièrement pour les Français, la peur des Iroquois. Les Iroquois qui pouvaient kidnapper des gens, entre autres des jeunes enfants. Il y a des histoires célèbres à ce niveau-là. Des Iroquois qui pouvaient tuer également des colons. Donc, ça a été une période excessivement difficile. Les Européens qui venaient s'installer en Nouvelle-France, les Français qui venaient s'installer dans la région, euh, avaient un courage certain là, parce qu'ils faisaient face à des situations qui étaient loin d'être roses.
Vous avez parlé, de courage, mais ça serait quoi aussi, les motivations justement de ces Européens-là de venir en sachant que ça allait être difficile? Est-ce que vous savez un petit peu les raisons pour lesquelles ils ont décidé de faire ce grand, changement dans leur vie et de venir, coloniser, la Nouvelle-France? Ben, il n'y a évidemment pas une raison unique. Pour certains, au début de la colonie, il y avait l'espoir de s'enrichir, quitter une vie qui était peut-être misérable en France. Il y avait certaines personnes qui étaient presque, je dis bien presque, forcées de venir dans les colonies. Dans certains cas, c'était peut-être le goût de l'aventure. Donc, il y avait toutes sortes de raisons qui pouvaient motiver les uns et les autres à faire cette traversée qui était tout de même assez périlleuse. Un sujet qui fascine de cette période des débuts de la Nouvelle-France, c'est celui des coureurs des bois, ces Européens qui ont été séduits par le mode de vie autochtone et qui ont voulu s'émanciper des colonies françaises. Pouvez-vous nous parler un peu de ces fameux coureurs des bois, Monsieur De Waal? Ah, les coureurs des bois, c'était une expérience qui a été très, très importante et qui est encore très importante dans l'imaginaire de la Nouvelle-France et même bien au-delà, puisqu'on sait que des coureurs de bois euh, ont accompagné également la découverte de certaines parties du territoire qui appartient maintenant aux États-Unis. Donc, à l'origine, et assez rapidement, il y a des jeunes Français qui sont allés vivre avec les Autochtones. D'abord parce que on sentait bien que l'on avait besoin d'interprètes. Donc, il fallait apprendre les langues autochtones pour pouvoir négocier ou avoir des relations avec ces nations. Et donc, il n'était pas rare que des jeunes hommes, souvent très jeunes, aillent vivre pendant un mois, pendant des mois, voire une année, parmi les Autochtones pour apprendre leur langue. Et le développement de l'économie de la colonie autour particulièrement de la traite des fourrures faisait en sorte que certains jeunes Français étaient attirés par cette activité et ont commencé à vouloir développer des relations plus directes, plus étroites avec certaines nations autochtones, d'où leur voyage fréquent auprès d'elles et d'où le fait que pour les autorités, ces gens-là étaient un peu suspects puisqu'ils vivaient un peu hors normes. Et la grande question, évidemment, que se posaient les autorités ecclésiastiques, c'était comment ces coureurs de bois s'assuraient de leur bonne vie religieuse lorsqu'ils vivaient au milieu des peuples autochtones. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des écrits, des documents écrits par des coureurs des bois? Parce qu'on sait qu'on relate souvent l'histoire en l'écrivant, de la main d'historiens, mais est-ce que les coureurs des bois ont écrit sur leur vie ou leur expérience? Ben, on a des témoignages de certains individus qui ont été vivre volontairement ou involontairement, d'ailleurs, parmi les peuples autochtones. Euh, le cas le plus connu, peut-être, c'est Pierre Esprit Radisson, qui est né à Paris en 1636, qui est venu en Nouvelle-France, qui a été on ne sait pas exactement en quelle année il arrive en Nouvelle-France, mais il a été capturé par des Iroquois lors d'un raid
alors qu'il était assez jeune et il a été amené dans un village qui se retrouve présentement dans l'État de New York et il a été adopté par ses ravisseurs parce que beaucoup des jeunes hommes qui étaient, ou des jeunes femmes qui étaient, appelons ça, kidnappés par les Autochtones, pouvaient être adoptés par une famille, ce qui arrive à Radisson. Et Radisson va avoir une vie absolument épique et il va laisser des écrits dans lesquels il parle de ses expériences parmi les Iroquois qui l'avaient kidnappé. Hem, Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu, des problèmes qui ont surgi quand, les Britanniques ont manifesté leur désir de, eux aussi, avoir leur part du gâteau. À quel moment, justement, est-ce que les Britanniques ont montré qu'eux aussi, voulaient posséder le territoire de la Nouvelle-France et comment est-ce que ça l'a envenimé les choses? Bien, tout d'abord, en 1497, un marin britannique va longer les côtes d'Amérique, John Cabot, et de là viennent les revendications des Anglais sur l'Amérique du Nord. Euh, Ces revendications vont commencer à prendre davantage de consistance vers les années 1580 environ. Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre, euh, essaye d'installer, ou certains de ses sujets essayent d'installer des colonies en Amérique. Mais c'est seulement au début du 17e siècle, avec la fondation de Jamestown, que les Anglais vont commencer davantage à s'ancrer dans le territoire. Et à l'époque, les États européens, lorsqu'ils s'installaient à un endroit, revendiquaient évidemment un territoire beaucoup plus vaste. Et assez rapidement, Anglais et Français vont revendiquer les mêmes zones en Amérique du Nord, particulièrement le long de la côte atlantique, et notamment dans ce territoire que les Français appelaient l'Acadie, et que les Anglais, ou plus spécifiquement les Écossais, vont appeler la Nouvelle-Écosse. Donc, les revendications territoriales sont très, très vastes. Et en 1627, la France et l'Angleterre entrent en guerre. Et c'est au cours de cette période d'hostilité que les Anglais, en 1629, vont s'emparer pour une première fois de la ville de Québec, de la vallée du Saint-Laurent, dont ils vont garder le contrôle jusqu'en 1632. Dans vos écrits, monsieur De Waal, il ressort que la ville de Québec et l'Acadie semblent vraiment être 2 lieux très prisés, très convoités. Qu'est-ce que ces 2 lieux avaient qui les rendaient si attrayants, pour, la France ou l'Angleterre? Bien d'abord, l'Acadie, c'était l'ouverture sur les pêches. L'Acadie, ça englobe une partie du golfe Saint-Laurent. Et la morue est un produit d'une grande importance dont la consommation va exploser en Europe à cette époque. Et qui contrôlait l'Acadie? Contrôlait en bonne partie les pêches le long des côtes atlantiques. Le Saint-Laurent, c'était l'espoir de trouver une route qui pouvait mener jusqu'en Asie. Parce que, et on le voit quand on lit les écrits de Champlain, il n'abandonne jamais cette idée de trouver une voie commerciale plus rapide que le contournement de l'Afrique pour se rendre jusqu'en Asie, qui est l'endroit où on pense que se retrouve une grande partie des richesses du monde. Les Espagnols, les Portugais sont déjà présents, les Hollandais un peu moins.
Et les Français et les Anglais rêvent de participer à ce grand commerce asiatique là, qui a commencé à se développer dès le 16e siècle. Et maintenant, si on parle un peu de Tadoussac, parce que Tadoussac est connu comme étant, si je ne m'abuse, dans les premiers villages du Québec. Je ne veux pas dire de fausseté, mais Tadoussac, c'était vraiment un lieu très important au début. Oui, mais Tadoussac n'était pas vraiment un village. Tadoussac, c'était un poste de traite, essentiellement, qui est situé dans l'embouchure du Saint-Laurent. C'est une baie assez ample qui offre un bon ancrage et c'est à l'embouchure de la rivière Saguenay qui permet de remonter à travers tout un faisceau de rivières vers le nord du territoire québécois et donc vers les territoires où les Autochtones pratiquaient la trappe. Et donc, c'était l'embouchure du Saguenay, c'était l'embouchure vers le territoire où l'on pouvait exploiter les fourrures. Donc, c'est pour cette raison que le territoire était important, mais il n'y a jamais vraiment eu d'habitation permanente qui va s'y développer avant un certain temps, parce que Québec va devenir le point focal là, autour duquel les Français vont commencer à rayonner suite à la fondation de la ville, de la place, en 1608. Dans quelle mesure est-ce que les Autochtones ont le droit, entre guillemets, d'habiter dans la ville de Québec? Est-ce qu'ils avaient le droit d'habiter directement dans la ville de Québec ou ils étaient déjà exclus? C'est difficile de parler d'une ville à cette époque parce que c'est vraiment qu'une poignée de Français qui va habiter le territoire pendant des années. On va on va demander aux Autochtones de venir habiter, non pas à Québec, mais autour de Québec. Et c'est particulièrement à partir de 1637, alors que l'on va inviter les Autochtones à venir habiter dans ce que certaines personnes appellent la première réserve créée par les Européens au Canada, c'est dans Sillery, donc c'est vraiment à quelques kilomètres de Québec. Et c'est un endroit où, à partir duquel on essaye de convertir les Autochtones au catholicisme. C'est un endroit également où on essaye de les sédentariser en leur inculquant un mode de vie agricole, euh, parce que les peuples autochtones étaient nomades ou semi-nomades. Et c'était, en raison de leur nomadisme, c'était très, très difficile de les convertir. Donc, en les amenant à s'installer à demeure près de la ville de Québec, ben là, c'était facile d'essayer de les éduquer à la mode européenne et surtout de les convertir au catholicisme. Bon, je vous remercie beaucoup, Monsieur De Waal, pour votre belle présence à cet épisode. C'était très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Ben, ça m'a fait grand plaisir.